aujourd'hui que le prix du baril de pétrole est au-dessus de $100, il ne faut pas de communication pour dire le pays est en train de s'enrichir. Écoutez, on va construire des Et hôpitaux. on ne voit même pas où passe cet argent-là, Ah, par où ça va. Voilà. comment il devait communiquer? Même le Parlement tel qu'il sera composé, c'est ça, alimenter le système de corruption. Qu'est-ce que un député qui gagne 6 millions par mois sans rien faire, il va faire comme pour démonter ce pouvoir? Bien. Il voudrait que ce pouvoir-là se pérennise. C'est aussi une forme de corruption, alors. C'est cela, c'est cela. Vous croyez que le chef de file d'opposition, M. Tatima Biala, avec ses 15 millions par mois, il voudra que ça se parte, que le système soit changé? Moi, je suis réaliste de dire que tant que le système-là sera au pouvoir, le Congo ne va jamais changer. On aura le prix du baril du pétrole va arriver même à $200. Les Congolais vont continuer à être pauvres. Il y en a d'autres qui seront des milliardaires, les gens comme les Bouya, les Ndongo, les Kiki, comment on appelle, M. Tokoti Kate, ils seront multimilliardaires. Jean-Bruno Itoa. Jean-Bruno Itoa, alias Tokoti Kate. La question fondamentale à se poser est de savoir est-ce que une grande partie du problème congolais, ce n'est pas M. Sassou Nguesso. Très ravi de vous compter encore parmi nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Droit de savoir qui portera aujourd'hui sur la crise économique qui s'annonce rude, en relation bien entendu avec le conflit en Ukraine, une crise qui n'épargnera pas l'Afrique. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Dia Mungwasi Diès. Vous êtes économiste et analyste financier. Bonjour et merci d'avoir encore accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup, mon cher Christian Perrin. Je vous en prie. Alors, monsieur Diabungwasi, voici 5 mois que dure le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Quelle analyse économique peut-on maintenant faire de ce conflit et que présage l'avenir? Bon, écoutez, pour des raisons, j'ai envie de dire, avouées, c'est pourquoi cette guerre a été déclenchée par la Russie. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Donc, seuls ceux qui ont pris des dispositions pourraient tirer leur épingle du jeu par rapport à cette guerre. Donc, nous, les pays africains, malheureusement, nous sommes passifs, nous subissons les conséquences de cette guerre. Alors, mais donc, sur le plan global, j'allais dire, quelle analyse économique peut-on faire maintenant, là, 5 mois après cette guerre-là? Parce qu'on parle déjà de la crise de l'énergie, et là, il y a une inflation. On ne sait pas si réellement l'inflation est due à cette guerre, ou bien ça a commencé bien avant, selon certains spécialistes. Quelle analyse on peut faire maintenant, là, globalement parlant? L'économie mondiale plus ou moins de la Russie, notamment l'économie européenne. Parce que vous savez bien qu'en Europe, par exemple, l'Allemagne, c'est la première puissance économique européenne, mais l'Allemagne est beaucoup impactée parce que l'Allemagne dépend à hauteur de plus de 50% du gaz. L'économie allemande dépend dans le domaine énergétique à hauteur de plus de 50% du gaz russe. Donc, l'Europe entière dépend, j'ai envie de dire, dépend de l'énergie russe. Donc, on se rend compte avec cette guerre que la Russie compte dans l'économie mondiale. Pas seulement pour le plan énergétique, mais sur d'autres domaines. Le plan agricole. Donc, la Russie pèse énormément. Donc, on ne peut pas faire grand-chose sans la Russie. Alors, vous le savez mieux que moi, probablement, que l'économie, c'est la transformation de l'énergie. Et l'Europe, qui est également pourvoyeur de l'économie africaine, il faut le dire, hein, aujourd'hui est en pleine crise d'énergie. À quoi peut s'attendre l'Afrique? Écoutez, moi, par rapport à cette crise, moi, je pense qu'il faut faire un distinguo entre deux types de pays africains. Les pays africains qui sont producteurs de pétrole et ceux qui ne le sont pas. Donc, dans une moindre mesure, j'ai envie de dire que les pays producteurs de pétrole peuvent
si effectivement c'est bien géré, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Par contre, d'autres, les conséquences seront beaucoup plus graves. On a vu Macky Sall aller plaider la cause des pays africains auprès de Poutine pour dire libérez-nous des produits agricoles. Parce que, mais est-ce que c'était normal que Macky Sall aille plaider pour la cause, je ne sais pas, du blé lorsqu'on sait que de l'autre côté, il y a un pays africain qui en avait plein, mais qui ne savait pas à qui vendre ça, qui n'avait pas les moyens d'exporter son blé. Là aussi, il y a un problème, il y a un souci. Non, mais ce sont des problèmes de géopolitique. Parce que, voyez-vous, même en termes de produits agricoles, vous verrez bien qu'on arrive dans des situations où le riz qui est produit, par exemple, en Afrique, est plus cher que le riz importé de Thaïlande. Voilà, donc c'est des problèmes qui peuvent s'expliquer par le simple fait que, je crois qu'on va voir dans l'émission, qu'il y a certains produits, effectivement, mieux vaut qu'ils soient importés parce qu'ils sont moins chers quand ils sont importés et quand ils sont produits sur place. Donc c'est pour ces raisons-là, effectivement, qu'on a vu Macky Sall aller plaider justement la cause des pays africains. Est-ce que réellement l'Afrique est vraiment dépendante du blé? Oui, l'Afrique est dépendante du blé des pays en conflit. Mais je vais vous dire pourquoi, quelles sont les raisons fondamentales de cette dépendance. Voilà, donc il y a deux raisons fondamentales. Il y a des raisons structurelles. La raison structurelle, ça veut dire qu'il y a les pays africains n'ont jamais mis en place une politique agricole pour effectivement assurer une certaine indépendance envers ces produits, vis-à-vis de ces produits agricoles. Donc, ces pays africains dépendent notamment de ces produits qui viennent de l'Ukraine et de la Russie. Bon, sur le plan structurel toujours, donc en gros, il s'agit fondamentalement d'un problème de politique agricole qui sont mal ficelés. D'une part, d'autre part, il y a des pays comme les pays sahéliens qui ont des problèmes climatiques. Donc là, c'est sur le plan structurel. Mais sur le plan conjoncturel, vous savez, on est dans une chaîne importante, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, sans dogmatisme, pour éclairer donc, vos auditeurs, vos téléspectateurs. Donc, sur le plan conjoncturel, il faut dire que la hausse de prix des produits agricoles n'a pas commencé avec la guerre. Elle a commencé depuis 2021. Pourquoi? Parce qu'après le Covid, il y a eu un regain d'activité. Il y a eu une croissance importante, notamment dans de grands pays comme la Chine. Et vous savez, en économie, quand on compare l'offre et la demande, quand la demande est importante, le prix augmente. Donc, le prix de ces matières a commencé à augmenter depuis 2021 à cause de la reprise de la croissance. Vous avez vu que même le prix du baril du pétrole n'a pas commencé à augmenter depuis le 24 janvier, début de la guerre. Non, il a commencé à augmenter depuis 2021 pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses, effectivement, que certains pays africains ou d'autres pouvaient anticiper. Je vous dirais quelles sont les mesures. Alors, d'entrée du jeu, lorsque vous avez parlé des pays africains, vous les avez classés en deux catégories, les pays producteurs qui pouvaient mieux s'en sortir. Mais est-ce que vous pensez que ces pays ont vraiment le contrôle de leurs matières premières, de leur pétrole, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Vous savez, gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un pays comme le Congo, qui a du gaz et du pétrole, continue à être dépendant de l'extérieur. Vous savez que la CORAF, qui a été construite depuis 1982, n'alimente qu'à hauteur de 70% des produits finis pour la consommation locale. 70%, ça veut dire que d'autres, le 30% sont importés. C'est invraisemblable, alors que le Congo, c'est un pays producteur de pétrole. Donc, c'est cela. Alors, je crois que vous le savez, pour pallier cela, depuis 2021, le gouvernement et les Chinois avaient envisagé construire une autre raffinerie.
Vous devez le savoir. Mais comme vous savez, le Congo, c'est le pays des incongruités. La construction de cette deuxième raffinerie était confiée à un Chinois. Attendez, je vous donne le nom. Je dois l'avoir ici. Beijing Fortune de Jingeng. Voilà. Et cette raffinerie devait nous produire 2 500 000 tonnes par an, parce que la raffinerie, la Corap, ne produit que 1 million de tonnes par an. Mais vous savez ce qui s'est passé, je crois que vous êtes au courant. Non, mais rappelez-nous, parce que pour l'intérêt de nos Chinois a fait téléspectateurs. faillite. Ce Chinois est criblé de dettes. Cet entrepreneur chinois est criblé de dettes. Du coup, le projet est à l'arrêt. Voilà. C'est-à-dire criblé de dettes par rapport à ce projet ou bien Non, mais par rapport à ces activités financement, sa capacité de financement. Il est criblé de dettes ailleurs. C'est à ces Chinois-là qui on a confié ce projet, malheureusement, qui n'est pas du tout en mesure de nous finaliser, de nous construire cette deuxième raffinerie. Voilà. Ce sont des choses qui n'arrivent qu'au Congo. Et jusqu'alors, le Congolais, vous avez vu, normalement, un pays comme le Congo devait être à l'abri de ce genre de crise. Parce que je crois que vous le savez, que les gens font des queues de je ne sais pas combien d'heures pour acheter de l'essence. Donc, ça ne devait pas arriver, puisque nous sommes pays producteurs de pétrole. Ah, et notre raffinerie n'est pas en mesure de produire que 1 million de tonnes par an. Vous imaginez? Donc, c'est un problème de manque de volonté politique. Voilà. Un problème de manque de volonté politique, mais en dehors du pétrole, parce que c'est vrai qu'il y a la crise d'énergie, nous avons le pétrole, mais vous avez parlé aussi de la crise alimentaire. Pour le cas du Congo, il faut peut-être rappeler que le Congo importe pour 700 milliards de francs CFA chaque année. Et avec la crise dont on parle, qui probablement sera très dure, comment est-ce que le Congo pourrait parer à cela, s'il faut parler en termes, par exemple, de solutions? Écoutez, ce seront toujours des petites solutions, parce que, je l'ai dit tantôt, gouverner. Est-ce qu'il est d'abord préparé? Non, notre pays n'a jamais été préparé pour quoi que ce soit. Voilà, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas la notion de planification dans ce pays. Voilà, ce sont des choses qui se prévoient. C'est bien que, bon, depuis très longtemps, vous êtes peut-être plus jeune que moi, vous parlez de l'autosuffisance en l'an 2000, là on est en 2022, rien ne pointe à l'horizon. Parce que les politiques agricoles n'ont jamais été véritablement mises en place dans ce pays de façon efficace. Et tout ça par manque de volonté politique. Et je veux encore vous rappeler que dans les années 80, l'agriculture, par exemple, prenait une part importante dans le PIB du Congo. Aujourd'hui, c'est une part insignifiante, simplement parce que l'agriculture a été délaissée pour l'exploitation pétrolière. Voilà. C'est un phénomène que j'ai expliqué lors des émissions précédentes, qu'on appelle le syndrome hollandais. Bon, ça peut arriver dans des pays qui produisent du pétrole, qui n'ont pas de prévision, qui n'ont aucune volonté pour diversifier leur économie. Parce que c'est aussi cela. Quand vous n'avez que le pétrole, effectivement, il y a les recettes pétrolières qui rentrent et on vous parle des taux de croissance. Vous savez, dans les années 2010, nous avions des taux de croissance de plus de 10%. Et les gens se glorifiaient pour dire, voilà, nous sommes des bons, nous avons des taux de croissance de 10%. Mais c'est des taux de croissance qui n'ont aucune valeur. Des taux de croissance, si vous voulez, la croissance du PIB, qui n'est pas une croissance inclusive. Une croissance inclusive, ça veut dire qu'on a la redistribution de la richesse, on donne du pouvoir d'achat aux populations, la population achète et l'économie marche. Vous savez qu'un pays comme la France, 75% de la production française est consommée par la demande intérieure. On ne peut pas développer un pays avec une population pauvre. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez... Mais évidemment, une population pauvre, qu'est-ce qui peut justifier cela? Et maintenant, nous sommes en train de parler, je sais que le baril a franchi pratiquement plus de $100. En réalité, on parlerait d'un boom pétrolier au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui justifie ce paradoxe finalement? Oui, de l'autre côté, on engrange des milliers de milliards, et d'un côté, il y a mais vraiment la pauvreté la plus extrême. Qu'est-ce qui peut justifier cela?
Alors, c'est simple à expliquer. C'est-à-dire que quand nous avons une croissance de PIB qui est générée par la valorisation de la rente pétrolière, cette croissance de PIB est pauvre en création d'emplois. Elle est pauvre pour combattre, elle n'est pas du tout adaptée pour combattre la pauvreté, parce que ce n'est pas une croissance inclusive. Je vous explique pourquoi. Dans un pays, ce n'est pas parce que vous avez eu des recettes pétrolières importantes que l'économie va se développer. Non. C'est quoi qui développe un pays? Ce sont les petites et moyennes entreprises. Parce que les petites et moyennes entreprises recrutent. Et quand ils recrutent, ils donnent du pouvoir d'achat et la population consomme. Les petites, moyennes entreprises génèrent ce qu'on appelle, comment dirais-je, une certaine dynamique entrepreneuriale endogène. C'est-à-dire que l'économie respire, on crée, on recrute, il y a de la valeur ajoutée et le PIB augmente. C'est un PIB sain, c'est une croissance saine. Mais quand ce sont les recettes, c'est comme si aujourd'hui vous héritez des maisons de vos parents et au fur et à mesure, il y a encore une autre maison que vous héritez et ça ne va pas créer des emplois. C'est plutôt quand ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Quand les entreprises créent de la richesse, qu'il y a effectivement les réductions du chômage pour recruter les salariés et les salariés vont encore générer beaucoup plus de la richesse. Donc, le Congo, notre pays, le Congo, malheureusement, dort sur les lauriers des recettes pétrolières. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, on a eu la crise. Mais depuis la crise ukrainienne, on voit que le baril du pétrole aujourd'hui est à 104, je crois, $104. Tout à fait, oui. Et le pays s'enrichit, ils se disent, bon, écoutez, on va résoudre tous les problèmes. Demain, qu'est-ce qu'on fera? Non, je vais vous donner des chiffres importants, mon cher Christian. Vous savez que des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, ce sont les pays pétroliers. La part du PIB de l'Arabie Saoudite n'est que de 40% du pétrole. 40%. Et les Émirats Arabes de 30%. Alors que nous sommes à hauteur de 70-75% du pétrole. C'est-à-dire que sans le pétrole, on n'est rien. Eux sont les pays pétroliers. Ils ont tellement diversifié leur économie. Ils ont construit des infrastructures. Ils ont mis en place des entreprises pour faire marcher l'économie que le pétrole ne leur sert qu'à autre chose. Alors, donc, cela veut dire qu'au Congo, c'est un problème de volonté politique qui manque, c'est cela? Oui, tout à fait. C'est un problème de volonté politique. Comment peut-on expliquer qu'un pays riche comme le Congo, avec tant de recettes pétrolières, et que le Congolais soit pauvre? C'est inexplicable. Voilà. Vous avez un pays comme le Koweït où on redistribue l'argent des recettes pétrolières à la population. Moi, j'avais dit ça à un dignitaire du régime qui a été un ami. Je lui ai dit, normalement, si vous êtes sérieux, un pays comme le Congo, vous devez donner l'équivalent du RMI, même aux paysans, avec les recettes pétrolières du Congo. Il y a à peine 4 500 000 habitants. Donc, on peut donner même 30 ou 40 000 à tous les Congolais, même les paysans. C'est cela. Malheureusement, leur redistribution se fait autrement. Vous savez aujourd'hui qu'un député gagne à peu près 6 millions. Il y a un tract qui circule actuellement. On vous dit que le fils de Ngouba a à peu près 18 millions par mois. Donc 6 millions de députations, 6 millions de conseillers. Donc il arrive à 18 millions par mois. C'est ça la mauvaise redistribution. Alors que cet argent devait revenir aux populations. Aider les enfants pauvres, construire des internats, construire des hôpitaux, construire des écoles. C'est comme ça que les gens voient les retombées de la richesse du pays. C'est par rapport à ce qu'ils ont. Vous vivez dans un pays développé comme le mien. Quand vous prenez le métro, vous prenez des trains, tout ça. C'est cela les retombées de la richesse.
Ce n'est pas simplement qu'on te donne de l'argent. Oui, mais peut-être qu'il leur manque aussi des idées. Si jamais il t'était donné, toi, la possibilité d'être à leur place, que devrais-tu faire exactement pour diversifier l'économie, tel que vous êtes en train de le dire? Vous savez, on ne peut pas développer un pays si on ne met pas en place des politiques économiques adéquates. Par exemple, nous sommes des pays sous-développés. On voit comment les pays asiatiques, notamment la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et tout, se sont développés. Simplement parce qu'ils ont construit des industries qui permettent de transformer les matières premières sur place. Je vous apprends qu'un pays comme la Corée du Sud n'a pas de matières premières. Un pays comme le Japon, qui était pendant très longtemps la deuxième puissance économique mondiale, n'a pas du tout de matières premières. Voilà. Mais quand on a les usines de transformation, on peut importer une matière première et le transformer chez vous. Mais le fait de les transformer, ça génère ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est ça, le carburant des pays développés. C'est la valeur ajoutée. Oui, concrètement, dans quel secteur? Parce que c'est ça aussi le problème, oui. Cette théorie, elle est bonne, mais au Congo, lorsqu'on s'en tient au Congo avec les réalités du Congo, quels sont les secteurs, par exemple, qu'on pourrait exploiter en ce sens? Mon cher Christian, est-ce que vous savez qu'un pays voisin du nôtre, le Gabon, au Gabon, depuis 2020, 70% du bois gabonais doit être transformé sur place avant d'être exporté. Le fait de le transformer sur place, on crée des usines de transformation, de scierie et tout. On emploie les Gabonais. On a créé de la valeur ajoutée parce que le produit transformé sur place est plus cher qu'un produit vendu à l'état brut. Voilà un élément pour vous dire. C'est comme la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la Côte d'Ivoire de transformer d'abord son cacao en Côte d'Ivoire avant de l'exporter? Voilà. Mais tout ça, mon cher Christian Perrin, il y a un élément important, fondamental pour l'économie, qu'on appelle, il manque à nous les Africains. Je vous le dis. Il nous manque ce qu'on appelle the bargaining power. Tu es dans un pays anglophone, tu connais ces notions-là mieux que moi. The bargaining power, le pouvoir de négociation. Ça veut dire que nous devons être des économies agressives. Je vais vous donner deux exemples, mon cher Christian. Est-ce que vous savez que quand, sous le régime de Lissouba, ils ont négocié le fameux contrat de partage de production qui est passé de 17 à 33%, ce n'était pas donné. C'était un véritable combat entre nous, le Congo, et puis Total. Et ce taux est passé de 17 à 33%. Mais est-ce que vous savez que depuis sous Bongo 1, ce taux-là est à 50%? Sous Bongo 1, depuis sous Bongo 1, il est à 50%. Nous, il y a combien d'années, M. Sassou est revenu au pouvoir? Plus de 25 ans. Les 23% négociés par les Souba n'ont pas évolué. Voilà. Quand je parle de politique agressive, si vous suivez un peu l'actualité en Afrique, notamment ce qui se passe en Guinée avec le colonel Mbumbaya, est-ce que vous savez qu'il a demandé à tous les holdings de renégocier tous les contrats en leur disant la condition fondamentale, c'est celle-ci. Je ne veux renouveler vos contrats que si vous transformez une partie du bauxite sur place. Construire des usines de transformation du bauxite en Guinée. C'est ça la politique agressive. Si vous ne le faites pas, je ne vous donne pas des contrats. C'est clair. Donc c'est ça la politique. Une façon de demander, par exemple, à Total, à EP, de commencer à transformer mon cher, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le gouvernement congolais de dire au lieu de 30%, on passe à 50% comme le Gabon? Qu'est-ce qui empêche? C'est cela. Ils dorment sur les lauriers, ils ont les recettes de combien de milliards détournées par les oligarques, notamment les 4 qu'on connaît, mais tous, ils sont contents de s'arrêter là. Le sort du Congo, ce n'est pas leur problème.
Je disais hier à un ami que le voyage du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères de Russie à Oyo, ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas pour les Congolais. C'est pour Sassou, lui, son pouvoir. Alors que si vous suivez bien l'actualité, effectivement, vous voyez ce qui se passe au Mali et en Guinée. Ces gens-là, ils font du travail pour le peuple. Ce n'est pas pour eux. Au Mali, vous connaissez les problèmes que la gente malienne a. Ils résistent, ils disent on va partir d'ici, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre peuple. Quand M. Sassou rencontre des gens, ce n'est pas pour le Congo, c'est pour lui. Est-ce que ce n'est pas pour négocier d'autres contrats, par exemple, dans le cas toujours du pétrole ou des mines voilà. Mais M. Sassou, ce qui l'intéresse là-dedans, ce sont les contreparties. Vous me garantissez le fait que je vais mourir au pouvoir, je vous donne ce que vous voulez. Je vous parle aujourd'hui du partage de production. Qu'est-ce qui empêche M. Sassou depuis 25 ans qu'il est arrivé au pouvoir de négocier, de porter le partage de production de 33 à 50%, comme au Gabon? Qu'est-ce qui l'empêche? Voilà. Donc, quand je parle de manque de volonté politique, c'est bien cela. Et puis, il y a un élément important qu'on n'a jamais évoqué, nous les Congolais, dans nos émissions, c'est manque de patriotisme, c'est-à-dire aimer son pays, qui n'a rien à voir. Oui. Le nationalisme qui veut dire haïr la patrie des autres, mais le patriotisme, c'est aimer son pays. Voilà. Les gens comme nous, mon cher Christian Perrin, moi, je n'ai pas les parents, j'ai fait les études, pu faire toutes les études que je voulais faire en France, ça a été financé par l'État congolais. Comment ne pas aimer un tel pays qui m'a tout donné pour faire mes études? Mais alors, malheureusement, monsieur Diamungwassi, oui, on va continuer, mais il y a aussi un autre aspect qu'on doit évoquer parce que, bon, quelqu'un m'a dit, mais comme il y a eu cette chute, en fait, il s'agit ici de l'euro. Vous savez très bien que la semaine dernière, notamment le mercredi 13 juillet 2022 plutôt, l'euro est passé brièvement d'ailleurs, en dessous du dollar, en perdant d'ailleurs 15% de sa valeur, une valeur critique depuis sa mise en circulation. Est-ce pour autant les pays africains qui utilisent par exemple le franc CFA qui est annexé à l'euro subissent également cette chute? Ben oui, ça c'est mécanique, bien évidemment. Effectivement, on n'en parle pas assez dans les médias. Dire qu'effectivement, étant donné que notre monnaie, le franc CFA, est arrivé à l'euro, nous subissons les conséquences de la baisse éventuelle de l'euro. Alors, les conséquences à quel niveau? Étant donné que nos produits à nous, qu'on exporte, les produits agricoles, avec la baisse donc de l'euro, oui, qui entraîne ipso facto la baisse du franc CFA, nos produits deviennent compétitifs sur le marché international. Mais le grand problème, c'est que nous n'importons pas des produits manufacturés, nous n'exportons plutôt que des produits, des matières premières. Même s'ils sont compétitifs, malheureusement, quand on les exporte dans cet état, ça veut simplement dire que, je schématise, c'est comme si on finance on subventionne ceux qui importent nos produits. Parce que la valeur ajoutée va être créée par eux. Donc, on subventionne ceux qui achètent nos produits. Voilà. Autrement dit, il y a une notion économique qu'on appelle l'élasticité par rapport à la demande, l'élasticité du prix par rapport à la demande. Ça veut dire quoi en termes clairs? Que quand la valeur d'une monnaie baisse dans une économie, normalement, on devait exporter beaucoup plus ces produits-là parce que ces produits-là intéressent l'extérieur. Or que cette élasticité n'est pas du tout importante quand il s'agit des matières premières. En termes clairs, ça veut dire que si nous exportons, par exemple, des produits manufacturés, étant donné que la valeur de la monnaie avec laquelle on exporte ces produits a baissé, on devait exporter plus, les gens devaient s'intéresser à nos produits. Oui, monsieur Diamungwassi, c'est ce qu'on peut parler en français facile. Nous avons des téléspectateurs qui nous suivent. C'est tellement mais non, mais je ne peux pas non plus l'expliquer sans ces termes économiques. Donc, ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui exporte le cacao,
à une usine A qui est située en France, cette usine ne va pas augmenter la quantité de cacao parce que le prix a baissé. Oui. Voilà, donc il n'y a pas d'élasticité du prix par rapport à la demande lors d'une telle dévaluation. Or, si on exporte des produits manufacturés, ça voudrait dire que si moi j'exporte, si la France qui exporte des voitures, si les prix des voitures baissent, on aura tendance à acheter beaucoup de voitures. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Voilà. Clair, oui. Si nous, on exportait des produits manufacturés et que valeur, la monnaie avec laquelle on exporte baisse, les consommateurs d'autres pays devaient augmenter le consommation. Donc, bref, par contre, nous qui importons des produits qui viennent d'ailleurs en dehors de la zone euro, parce que finalement, étant donné que le CFA est arrivé à l'euro, donc il faut parler de la zone euro. Il n'y aurait pas de changement entre la France et le Congo. Les produits français, les produits congolais, puisqu'on est dans la même zone. Quand on exporte vers les produits, les pays plutôt plus petits, le dollar, comme les États-Unis, ou qui ont une autre monnaie en dehors du CFA, en dehors de l'euro, comme le Nigeria, effectivement, il y a de l'impact, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de dévaluation aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est l'équivalent parce que la monnaie se déprécie. Bon, si vous voulez, la dévaluation, en règle générale, c'est une politique délibérée, une politique économique délibérée. Mais là, c'est la monnaie qui perd de la valeur. Et ça veut dire que pour les commerçants, par exemple, les opérateurs économiques congolais qui achètent des produits en Chine, par exemple, voilà, ou ailleurs, subissent évidemment cette chute. Tout à fait, il y aura un impact parce que ces produits sont libellés en dollars, puisque le dollar devient fort par rapport à l'euro. Donc, ces produits-là vont devenir plus chers parce qu'ils viennent d'une zone en dehors de la zone euro, en dehors de la zone CFA. Mais par rapport aux produits français, par rapport aux produits allemands qui sont de la zone euro, il n'y a pas de changement puisqu'on est finalement de la même zone. Voilà. Et donc, cela ne facilite pas non plus les échanges entre pays africains parce que, comme vous l'avez dit au départ, hein, de toute façon, les pays africains, il y en a qui utilisent le CFA, d'autres ont leur monnaie nationale. Oui, mais le problème des échanges entre des pays africains, c'est encore un autre volet. Parce que je vous dis qu'il y a un problème d'intégration économique. Ça veut dire qu'on importe, nous, par exemple, avec le Cameroun, où nous sommes de la même zone. Dans la même zone, oui. Quand le taux d'échange, c'est insidiant. On importe peut-être, on échange beaucoup plus peut-être avec la Chine, on échange beaucoup plus avec d'autres pays, alors que les échanges intra-zones sont insignifiants. Je pense que le grand chantier pour aller vers l'intégration, c'est celui-là. Parce qu'on n'échange pas suffisamment entre nous. Évidemment, vous verrez bien qu'on échange. Mais c'est dû à quoi exactement? Non, mais pourquoi est-ce qu'on n'échange pas? Mais les politiques économiques, il n'y a pas de politiques économiques ambitieuses. Parce qu'il y a des barrières douanières, etc., etc. Mais c'est cela, quand on parle d'une intégration, il faut qu'il y ait une volonté. Vous savez que pour aller d'un pays d'Afrique centrale vers un autre, c'est maintenant que les choses ont changé. Par exemple, pour le Gabon, les Camerounais, pour aller au Gabon, il fallait un visa, etc. Alors nous sommes dans la même zone. Oui. Donc c'est cela. Parce que les Gabonais se disent qu'on va être envahi, etc., on est plus riche, en Guinée équatoriale, c'est la même chose. Donc il faut d'abord harmoniser ces politiques pour qu'on ait une intégration. J'ai même envie de dire qu'un pays comme le Congo peut peut-être même mieux changer, change peut-être même plus avec un autre pays africain comme le Nigeria qu'un autre de là. Nous sommes quand même dans la même zone monétaire, par exemple avec le Cameroun ou avec la Centrafrique. Tu verras que le Congo change peut-être beaucoup plus avec le Nigeria. Pour des raisons que j'évoque, par exemple par rapport de monnaie. Là, par exemple, les Nigérians, ils vont acheter. Oui, mais est-ce que réellement, l'obstacle, ce n'est pas réellement la monnaie, c'est-à-dire le franc CFA lui-même? N'est-ce pas là l'obstacle? Bon, ça, c'est encore une autre question qu'on peut aborder. Ça, vous savez, on a suffisamment fait des émissions sur les avantages et les inconvénients d'avoir la monnaie de CFA. Je sais que, en gros,
les inconvénients dépassent de loin les avantages d'avoir cette monnaie. Bon, et maintenant, est-ce qu'on peut dire que les pays francophones qui utilisent le franc CFA sont pauvres à cause de cette monnaie? Je pense que non. Effectivement, moi j'ai lu des études, on dit, ben, écoutez, vous verrez que la plupart des grandes puissances africaines ont leur propre monnaie. Moi, c'est vrai. Mais je vous dis, mon cher Christian Perrin, allez-y au Sénégal, allez-y en Côte d'Ivoire. Vous verrez que ce n'est pas la même police, ce n'est pas la même pauvreté qu'on trouve, par exemple, au Congo. Quand je prends la Côte d'Ivoire, le Congo, pourtant nous avons la même monnaie. Il y a autre chose, comme de volonté politique, comme de mauvaise gouvernance. Comment sortir finalement de cette misère-là, ce petit pays de 4 500 000 habitants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, officiellement on nous dit c'est 5 millions d'habitants, qui engrange des milliers de milliards. On nous parle même de 14 000 milliards qui ont été dilapidés, l'équivalent au moins de 7 ans budget congolais. Donc ce pays qui engrange beaucoup d'argent, une petite population de 4 millions d'habitants, ce paradoxe, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment sortir de là? Ça, c'est une grande question. Alors, je vous dis que tant que le système congolais, retenez bien la date, le système actuel qui est en place au Congo-Brazzaville sera là, le Congo ne va jamais changer. Il ne va jamais évoluer. Parce que tous les pays qui se sont développés, il faut avoir un problème de leadership. Il faut avoir à la tête des gens qui ont de l'ambition, qui veulent que les choses changent. Je vous dis, moi, je passe souvent mes vacances au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il faut voir ce qui se passe là-bas. On a critiqué Wade, mais allez voir ce que Wade a laissé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ne vont pas changer de mentalité non plus? Mais parce qu'il n'y a pas 40 ans ou 30 et quelqu'un que M. Sassou et ses amis, ses spadassins sont là. Ils n'ont aucune volonté de développer ce pays. Quand je parle de développer, ce n'est pas construire les immeubles à la manière de Bouillard, où il dit lui-même, je ne sais pas, dans tout de l'art, je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est autre chose. Des infrastructures, investir dans l'éducation. Aujourd'hui, vous savez qu'on a piétiné l'éducation. L'éducation, au Congo, ce n'est plus rien. Comme quelqu'un qui disait, un garçon qui a aujourd'hui le bac, c'est le niveau que nous avions, nous, au CM2. Je l'ai dit sur Facebook, quelqu'un dit qu'il est en terminale, il est en premier, mais quand il écrit, mais c'est incroyable. C'est cela. Monsieur Sassou Nguesso a tué l'éducation. Monsieur Sassou Nguesso a mis en avant la corruption. C'est cela. C'est-à-dire que les valeurs qu'on a connues, nous, n'existent plus. On ne peut pas construire un pays avec les médiocres. On ne peut pas. Lui, on a vu l'élection législative, tout le monde se rue vers l'élection législative pour être député et tout. Parce qu'il n'y a rien d'autre que ça. Parce qu'ils savent qu'avec, on est député, on a 6 millions par mois, on ne fait rien, on va dormir à l'Assemblée, à la fin du mois, on a 6 millions. Mais ailleurs, c'est les compétences. Je vous dis, moi, je passe mes vacances au Sénégal. Allez voir les jeunes Sénégalais qui ont fait des études aux États-Unis, en France, mais qui rentrent pour développer leur pays. Ils rentrent pour développer leur pays. Vous verrez, moins les Congolais, hein, franchement, bien formés, allez au Congo, sauf ceux les Congolais qui sont, comme on parle de la parentocratie, ils vont aller travailler à la SNPC. Oui, ils vont avoir 3 millions, 4 millions sans rien faire. C'est cela. Mais je vous dis que tant que ce système-là sera là, notre pays ne va jamais avancer. Il n'y aura aucun développement. Mais on a tout eu. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas les Congolais formés dans tous les domaines qui existent. Pourquoi j'ai publié un petit mot lapidaire pour dire qu'au Congo, il ne reste plus que tous comment j'ai même publié là, tous les indignés en fait, sont partis. Il ne reste plus que, comment dirais-je, les gens qui n'inspirent pas confiance, quoi, sont restés au Congo. Mais les meilleurs Congolais sont partis. Voilà. Donc, je vous dis, hein, ce n'est pas le pessimisme. Mais on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas résoudre un problème avec le mot d'esprit de ceux qui ont créé ce problème. Ces gars-là, cette équipe-là, ces gens-là, ces médiocres-là, ne sont pas là. Ils ne sont pas du tout concernés par le développement du Congo. Ce n'est pas leur problème. C'est s'enrichir. Comment pouvez-vous comprendre, mon cher Christian Père,
Vous le savez, c'est publié les journaux, les Panama Papers et tout. Pandora Papers, Panama Papers, il y en a plein. 4 Congolais détiennent ou détourné plus de 6 000 milliards. Et les noms sont connus. Et ces gens-là sont toujours dans le système de gouvernement congolais. On peut citer les noms. Il y a M. Bouya, il y a M. Ondongo, il y a Kissel Nguesso, il y a Bruno Itoua, alias Tokoti Kate. Hein? Ces 4 ont détourné plus de 6 000 milliards qui sont dans le paradis fiscaux. On le sait, ça se le sait. Il n'y a aucune volonté. Si vous suivez la radio RFI, il y a un procès au Gabon. Les gens qui ont détourné l'argent du pétrole, là, qui sont suivis, qui sont traduits en justice au Gabon. Vous ne verrez jamais un procès de ce type au Congo-Brazzaville. Au Congo, les seuls procès sont les procès politiques. Bon, ben voilà, donc c'est pour vous dire que tant que on ne mettrait pas les Congolais au travail, qu'on ne punirait pas, d'ailleurs Christelle Nguesso l'a dit, ce n'est pas la peine de punir les gens qui ont détourné les 14 000 milliards. Il a dit clairement. C'est un aveu finalement. Sans hommage. Non, les gens qui ont détourné 14 000 milliards, écoutez, ce n'est pas la peine de les poursuivre, etc. Comment voulez-vous consulter? Évidemment, ça nous permet évidemment de relancer la question de la justice congolaise, parce que quand quelqu'un fait une telle déclaration, c'est une forme d'aveu, et normalement, une information judiciaire serait ouverte contre ce monsieur, mais malheureusement, rien ne se fait, tout le monde est content et assiste. Non, mais je vous dis simplement que si nous avions des gens sérieux, en 4 ans, 5 ans, on peut relever l'économie du Congo. Je vous dis, hein, sans fausse modestie, on me donne l'économie congolaise en 4 ans, 5 ans. Je connais les différents leviers sur lesquels il faut agir. C'est simple, nous avons l'argent avec l'argent du pétrole. Le peu de temps, on peut vraiment développer ce pays, mais à condition de mettre l'accent sur les points stratégiques, notamment l'éducation. Je crois que vous savez que la Chine, comment la Chine aujourd'hui est devenue la 2e puissance économique mondiale. Les Chinois, quand ils ont voulu se développer, ils ont envoyé les gens en formation, construire les routes, etc. Ça venait, mais d'abord, il faut former les gens. Vous savez l'histoire avec le TGV. Quand les Chinois ont eu le contrat du TGV avec la France, ils ont dit oui, on veut bien, mais à condition que nous avions nos propres ingénieurs qui sont venus, ils ont démonté le TGV, etc. On l'a installé là-bas. 1 an, 2 ans plus tard, ils ont construit leur propre TGV. C'est cela. C'est un problème de capital humain formé. Ce n'est pas la politique, là où tout le monde se rue vers la députation. Non, il faut qu'on forme les gens, qu'on soigne les gens. C'est au niveau de l'éducation. Je dis, dans les années 70-80, je vous ai dit tantôt, nous, on est venus faire des études ici en France, on n'avait pas des parents riches. Mais à l'époque, nous sommes venus avec la licence, tu avais ta licence en juin, tu avais une préinscription aux États-Unis, en France, tu vas à la DOB, on te donne la bourse. Voilà. Parce qu'à l'époque, on mettait le paquet sur la formation, sur l'éducation. Ce n'est plus le cas. Les gens préfèrent quoi? Aller dans l'armée ou à la limite, chercher à être député, être nommé député. C'est cela. Mais on ne peut pas développer le pays, un pays avec les médiocres, mais avec les cancres. On ne peut pas développer le pays avec les médiocres et les contre. Alors, on va terminer, l'heure qui nous a été impartie touche à sa fin. La toute dernière question, puisque nous parlons de la crise qui est annoncée en relation, bien sûr, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, donc, finalement, cette crise qui s'annonce rude, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, les Congolais risqueront de la subir de plein fouet. C'est cela. On va la subir simplement parce que ceux qui sont en tête de notre pays n'ont aucune notion de prévision, de prévoir pour mettre en place des politiques de résilience. Nous avons les moyens, parce que nous avons l'avantage d'être un pays pétrolier. Je vous ai dit, effectivement, avec le blé, tout à fait normal. Il y aura l'inflation, évidemment, par l'augmentation des prix. Mais je veux encore vous dire que, quelque part, l'un des avantages d'appartenir à la zone, c'est celui-là, hein, c'est que l'inflation continue par ce système, par la CEMAC, le fait d'appartenir
à une zone économique, monétaire économique. C'est cela. Donc, ça jugule un peu l'impact au niveau de l'inflation. Mais dans d'autres pays, on serait à l'inflation peut-être de 10-15%. C'est cela. Mais nous avions, nous, notamment en tant que Congolais, avec les potentialités qu'on a, on pourrait bien mieux s'en sortir que d'autres. Quand je dis d'autres, on prend un pays comme la RCA, un pays comme le Burkina Faso, parce que nous avons des atouts. Vous savez, par exemple, quand on est en crise avec le financement, on a les possibilités de négocier avec les traders pour avoir l'argent pour financer tel ou tel projet à court terme. Malheureusement, c'est devenu une sale habitude de nos gouvernements aller emprunter de l'argent et puis finalement d'augmenter le montant de la dette extérieure de notre pays. Mais je vous dis, si nous avons des gens sérieux, malheureusement, des gens qui sont au pouvoir plus de 40 ans ne peuvent pas changer. Je vous dis, parce que ça se voit du jour au jour. Rien qu'avec la dernière élection législative, on voit qu'il n'y a eu aucune volonté pour changer le pays. Il n'y a pas d'ambition, ils n'ont aucune ambition, sinon de s'enrichir tous qui sont là. Je vous dis, monsieur Crisson Perrin, vous savez que sous Massamba Débat, quand il y avait des excédents budgétaires, on remettait ça au trésor. Les 14 000 milliards, on nous a vanté, non, c'est mis quelque part et tout ça. Ça a disparu sans laisser de traces. Et personne ne s'en inquiète. Hein. Comme si de 14 000 milliards, ce n'est pas 14 milliards, mais 14 000 milliards, mon cher Christian. Mais ils sont là. Aujourd'hui, que le prix du baril, le pétrole est au-dessus de $100, il ne faut pas de communication pour dire le pays est en train de s'enrichir. Écoutez, on va construire des hôpitaux. Et on ne voit même pas où passe cet argent-là, par où ça va. Voilà. Comment ils devaient communiquer? Vous dire, ouais, mais c'est quoi? Je vous assure que même le Parlement tel qu'il sera composé, c'est ça, alimenter le système de corruption. Qu'est-ce qu'un député qui gagne 6 millions par mois sans rien faire, il va faire contre ce pour démonter ce pouvoir? Rien. Il voudrait que ce pouvoir-là se pérennise. C'est aussi une forme de corruption, alors. C'est cela, c'est cela. Vous croyez que le chef de file d'opposition, M. Tati Mabiala, avec ses 15 millions par mois, il voudra que ça sous-parte, que le système soit changé? Qu'est-ce qui va lui donner encore 15 millions de francs CFA par mois? Donc, c'est cela. C'est-à-dire que ça sous les tiens là. Écoutez, je vous donne l'argent, mais à condition que laissez-moi tranquille avec mon pouvoir. Comme qui dirait qu'il les tient par la bourse. Alors, maintenant que l'État ne peut rien faire, et vous l'avez d'ailleurs répété, vous avez insisté là-dessus, tant que ce système sera là, tant que Sassou Nguesso sera là, rien ne va changer au Congo, tout ira mal. Alors, les populations à leur niveau, au niveau local, que doivent-elles faire pour essayer de limiter les dégâts à leur niveau social? Parce que si on ne peut plus compter sur l'État, comment faire de sorte à ne pas être aussi victime de plein fouet de cette mauvaise gestion, de cette malgouvernance? Que doivent faire les populations à leur niveau? Vous savez ce que, à longueur de journée, on parle de la résilience de la population congolaise. Ce n'est pas la résilience. Les gens sont dans une espèce de résignation. Ils ne savent pas quoi faire. Vous avez en face de vous. Vous savez, nous, à 6 000 km, on peut critiquer pour dire cela, il doit faire ceci, qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais je te dis que c'est dur sur place. Moi, je les comprends. Mais c'est d'abord à eux de prendre leurs responsabilités. Sincèrement, je vais vous faire une confidence. En 2015-2016, dans le cadre d'une structure politique, ce qu'on appelait le CNRT, nous sommes allés à l'Élysée et Mme France Le Gall, qui était la responsable donc, de charger les problèmes africains à l'Élysée, nous a dit non, n'attendez pas la France pour changer les choses là-bas. Faites ce que les Burkinabés ont fait, nous on viendra après. Donc il vous revient à vous, même vous-même les Congolais, de faire des choses. Nous on viendra après. Voilà. Donc j'ai toujours recité Magellan qui dit on ne libère pas un peuple se libère tout seul. Donc c'est au peuple congolais.
c'est à la nation congolaise. Mais la question à se poser, la question fondamentale, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a une nation congolaise? Est-ce qu'on se retrouve, on se reconnaît tous en quelque chose pour dire que c'est notre pays à nous tous? C'est cela. Est-ce qu'on se reconnaît là? Nous, quand on était jeunes, hein, on se reconnaissait tous. Oui, le Congo nous appartenait. On avait les mêmes droits. Je vais encore vous faire une confidence. Moi, j'étais en seconde avec Edith Sassou, alors que Sassou était déjà président. La même seconde, la même classe. Est-ce que ça existe maintenant? Non. C'était ça le Congo. Là, on avait le même projet, on regardait tous dans la même direction. Elle était fille de président, moi pas, mais on avait les mêmes enseignants, etc., etc. Mais ce n'est plus possible actuellement parce qu'on n'a plus le projet commun. Voilà pourquoi on peut se dire, est-ce que la nation congolaise existe? Est-ce qu'on regarde tous dans la même direction? Voilà. Parce qu'il y en a d'autres. Il y a certains qui ont plus d'avantages que d'autres. Vous êtes tous des Congolais, mais vous arrivez à Brazzaville, certains ont plus d'avantages que d'autres. Je vous ai dit, nous, pour venir en France, les critères étaient clairs. Tu as ta licence en juin, tu as une préinscription en France, aux États-Unis, on va à la TOB, on te donne la bourse. On ne regarde pas ton nom, c'est un Ibarra, un quoi, un Kaya. Non, on te donne la bourse. Ce n'est plus le cas depuis très longtemps, depuis que Sassou est revenu au pouvoir, qui est revenu par les armes. Ah, donc, ce n'est pas du pessimisme. Moi, je suis réaliste de dire que tant que le système là sera au pouvoir, le Congo ne va jamais changer. On aura le prix du baril du pétrole va arriver même à $200. Les Congolais vont continuer à être pauvres. Il y en a d'autres qui seront des milliardaires, les gens comme les Pouya, les Ndongo, les Kiki, comment on appelle, M. Tokoti Kate, ils seront multimilliardaires. Jean-Bruno Itoa. Jean-Bruno Itoa, alias Tokoti Kate. Voilà. Mais. Ah bon, c'est son petit nom maintenant. OK. Vous commencez à croupir dans la pauvreté extrême. Voilà. Donc, en conclusion, c'est de dire que est-ce que nous cherchons le problème congolais? Est-ce que la question fondamentale à se poser est de savoir est-ce que une grande partie du problème congolais, ce n'est pas M. Sassou. À la limite, s'il était patriote, mon cher Christian Perrin, vous avez vu l'histoire de Massamba Deba et Marien Gouabi de dire je suis incapable. Mais quand il y en a d'autres, même sur place, qui parlent de dialogue, moi, dans ma vision, je sais que dialoguer avec un système comme celui-là, ça ne sert à rien, moi, personnellement. Mais il y en a qui parlent de dialogue. C'est des opposants qui sont sur place, tout. Mais vous allez dialoguer avec un système comme ça pour arriver où? Vous croyez qu'un système comme celui-là, vous allez dialoguer pour lâcher du lest? Non, ils ne lâcheront jamais du lest. Quelqu'un l'a dit sur votre chaîne que M. Sassou considère le pouvoir comme une prise de guerre. Une prise de guerre. Il faut le savoir, hein? Il a tué les gens pour avoir ce pouvoir et il le lâchera pour rien au monde. C'est son pouvoir qu'il a acquis. Oui, évidemment, pendant que vous le dites ça, cela me rappelle une de ses communications avec ses parents où il disait, il comparait d'ailleurs le Congo à un gibier, où il disait, bah, nous avons attrapé le gibier, moi je me charge à protéger le gibier, vous vous chargez à protéger le pouvoir, bah, bref. Et déjà, quand on arrive à ces genres d'images, on peut imaginer ce que monsieur a dans sa tête. Mais monsieur Christian Perret, c'est comme ces sbires. Quand M. Bruno Itoa dit Tokoti Kate, ils savent qu'ils sont incompétents. 40 ans, 25 ans, ils sont arrivés au pouvoir, c'est des incompétents, mais on ne va pas laisser. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'aiment pas ce pays-là. Quand tu aimes ce pays, tu sais que tu n'y arrives pas. Et appelle d'autres compatriotes qui sont plus compétents que toi, qui ont plus de patriotisme. Ce n'est même pas la compétence, mais c'est le patriotisme. Aimer ce pays. Quand tu aimes ton pays, tu fais des choses pour ce pays, tu te sacrifies pour ce pays. Et quand ils sont là, ce n'est pas ça. Sans voler. C'est cela. Mais quand on aime, si M. Sassou aimait ce pays, à un moment donné, il a se dit, bah, écoutez, je suis incompétent, je m'entoure des gens incompétents, j'appelle les autres. On essaie de voir comment s'en sortir. Ce que Ngouabi a voulu faire avec M. Massamba Deba. C'est cela. Mais eux, ils ne le feront jamais. Et M. Sassou, avec son rêve de mourir au pouvoir,
c'est pas du jour au lendemain, les choses vont changer au Congo. Et je vous dis, tant que M. Sassou sera là, le Congo ne change. On peut prendre date aujourd'hui. Hein. Dans 5 ans, 10 ans, vous verrez que ce sera encore pire que maintenant. Le Congo, le prix du dollar, le prix du baril peut arriver jusqu'à $200, $300. Comme on ne verra rien, nous allons comme du feu. Bien voilà, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Diamongwa Jess. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout de s'être rendu disponible pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore suivis, likés, partagés. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TELAR TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt. Merci.